Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, chers amis. Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour à tous ceux qui se joignent ou qui se joindront à cette présentation, d'où que vous soyez, nos frères de l'Afrique de l'Ouest, ça veut dire du Mali, du Niger, du Sénégal, de la Mauritanie, de la Côte d'Ivoire, que vous viviez dans les villes de Lomé au Togo, Cotonou au Bénin, Accra au Ghana, Abidjan au Bouaké ou Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, Ouagadougou au Burkina Faso, Niamey au Niger, Zender au Niger, Gao, Bamako, Kidal au Mali, Dakar au Sénégal, Douala, Yaoundé au Cameroun, Bangui en République centrafricaine, Brazzaville au Congo, Libreville au Gabon. Vous êtes les bienvenus. Hein, je vous remercie d'être là. Donnez-nous un coup de main pour partager. Hein, j'écris encore ça là. Aidez-nous à partager. Voilà. Partager. Voilà. Nous sommes ici aujourd'hui pour poursuivre, donner les clés de compréhension de l'Alliance des États du Sahel ou encore de la Confédération des États du Sahel. Parce qu'une alliance est une confédération. Donc, la Confédération des États du Sahel, les hommes d'État que peuvent être Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Abdourahmane Tiani, décident, mais c'est à nous autres, je ne vais pas dire intellectuels, c'est un mot que je n'aime pas, mais c'est à nous autres de prendre le relais pour expliquer ça en français facile afin que le petit peuple comprenne. Donc, donner les clés de compréhension de ce qui se joue au Sahel. C'est la fin d'une époque. Ce qui s'est passé hier à Niamey, c'est comme on peut dire la chute du mur de Berlin. Mais pour l'instant, les gens ne vont pas le ressentir, mais dans les 10 années qui viennent, vous allez voir les conséquences sur les pays qui sont autour du Sahel. Vous allez voir les conséquences sur les puissances qui étaient hier, les puissances colonisatrices comme la France. Vous allez voir les conséquences. Ça aura des conséquences de toute façon. On va le ressentir. Bonjour Chantal. Merci vraiment pour le temps. Vraiment. Le temps en ce moment, pour moi, c'est une denrée rare. Mais vraiment, il faut. C'est des sacrifices qu'on consomme parce que on sait que notre peuple a besoin de comprendre ce qui se passe. Donc, donnez-nous un coup de main pour partager, s'il vous plaît. Donnez-nous un coup de main pour partager dans les groupes, pour partager dans les groupes afin que le plus grand nombre de personnes qui sont connectées puissent se comprendre exactement. Donc, on va parler du Sahel. On va parler du Sahel et de la naissance de l'Alliance du Sahel. D'abord, pour que j'explique bien, que les gens comprennent. Ce qui a été créé hier à Niamey au Niger, c'est une confédération d'États indépendants. La confédération, c'est une association ou une alliance des États indépendants. Ça a un statut juridique parce que quand on dit par exemple la CEDEAO c'est une organisation, c'est une association. Ça n'engage pas les États. C'est une association simplement. Les gens se mettent là, ils se retrouvent pour un sommet. C'est une association peut-être de droit international, la CEDEAO. Ça n'a pas vraiment de truc. Bon. L'UMOA, c'est pas pareil. L'UMOA, ça, ce sont des instruments qu'avait créé le général de Gaulle, et je vais vous expliquer plus tard, pour pouvoir mettre la main sur les matières premières de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest, au fin de les utiliser comme garantie des prêts que la France devait avoir sur les marchés internationaux. Donc, il est temps pour nous autres d'expliquer. C'est vrai que notre population n'a pas toutes les clés de compréhension parce qu'il faut comprendre certaines choses qu'on appelle les derivative products. Et si vous ne comprenez pas les derivative products, vous ne pouvez pas comprendre ça. C'est assez complexe. Mais on aura le temps quand même à l'avenir de vous expliquer ça, même si c'est très technique, franchement. Les dérivatives, c'est la partie la plus dure de la finance internationale. Donc, mais aujourd'hui, on est allé, on a cherché à comprendre ça très bien. Donc, on peut bien expliquer ça à nos parents. Ça veut dire que si on met le général Abdourahmane Tiani là, qui n'est pas un financier, dans un Zoom de 4 heures, on peut lui expliquer ça jusque dans les détails pendant 4 heures, tous les jours, pendant une semaine. Ah, il va finir par comprendre avec son staff. Donc, on maîtrise ça déjà. Donc, ils ont utilisé un ensemble d'instruments financiers qui existent
pour pouvoir lever perpétuellement l'argent dans le monde et financer la construction d'autoroutes, de routes, d'aéroports, etc., etc., etc. Mais je pense que c'est un cycle qui est terminé. Donc, on va vous expliquer ce qu'on a appelé le droit de premier refus. Donc, ça se base sur le droit de premier refus. On va venir dessus. Mais d'abord, parlons de la Confédération des États du Sahel. La Confédération des États du Sahel, donc, c'est une alliance donc, qui est une personne morale de droit public, qui est une alliance une alliance des États du Sahel. Et cette alliance des États du Sahel-là, c'est une alliance qui permet, n'est-ce pas, aux États du Sahel de mutualiser leurs forces, hein, de mutualiser. Merci beaucoup, depuis le Burkina. Fabrice Con partage dans tous les groupes Facebook, WhatsApp du Burkina pour que le maximum de personnes puissent regarder. Non, l'Alliance des États du Sahel, c'est une confédération d'États. Et les États, d'abord, par exemple, l'Union européenne, c'est une association des États qui est née sur la base de le traité CECA, Communauté économique du charbon et de l'acier. Hein, c'est Helmut Kohl, c'est les Allemands et les Français qui avaient signé ça à l'époque. La Confédération des États du Sahel, elle est née sur la charte de l'ITAP-Gourma, qui est une alliance militaire qui permet aux États de faire face à la menace des terreaux sur leur territoire, et dont on sait aujourd'hui que c'est une puissance étrangère qui est devant, parce que le but était de créer la partition de ces pays pour pouvoir piller les matières premières. Bon. Cette alliance a été transformée en alliance. D'abord, une alliance est une confédération, mais l'alliance a été élargie désormais. Elle a été formalisée et les chefs d'État hier ont entériné, signé, ils ont montré présentement la naissance de la confédération. Je rappelle que la confédération est reconnue par les Nations Unies. La confédération, ça veut dire que désormais, le Mali, le Niger et le Burkina auront des institutions supranationales. Ça veut dire que les pays restent indépendants, mais ils vont perdre une partie de leur souveraineté dans certains domaines qui vont transférer à un État supranational qui s'appelle l'Alliance des États du Sahel. Je prends 3 exemples, par exemple. Je peux même en prendre 4. Premier exemple, c'est au niveau militaire. Les pays de l'Alliance des États du Sahel vont désormais transférer leur souveraineté militaire à l'Alliance des États du Sahel. Merci beaucoup. Donc, les pays de l'Alliance des États du Sahel vont transférer leur souveraineté sur le plan militaire, par exemple, à un état-major supranational. Ça veut dire que il y aura, par exemple, un état-major rotatif où vous aurez Sadio Kamara, qui est, par exemple, le ministre de la Défense du Mali, qui va être ministre de la Défense de l'AES, par exemple, pour une durée d'1 an, pendant que le chef d'état-major, par exemple, du Niger, Salifou Modi, je ne sais pas moi qui, le chef d'état-major du Niger, sera le chef d'état-major de l'AES. Il y aura un état-major créé. Cet état-major va centraliser le renseignement, va centraliser l'organisation des troupes, les capacités militaires, les capacités de projection de l'armée, les cartes militaires, les informations, l'exploitation des informations par satellite, etc. Le but étant les accords de coopération avec des pays comme les Russes, les manœuvres militaires entre les armées des différents pays, le but étant de garantir la sécurité, le risque de tendre vers le risque zéro sur l'ensemble du territoire des pays de l'AES, les 2800 km², 2 800 000 km². Ça, c'est le but de l'Alliance. Voilà. Ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, par exemple, vous avez entendu le capitaine Ibrahim Traoré hier dire qu'il y a quand vous allez, vous avez vu qu'on a pillé l'uranium du Niger pour construire des centrales nucléaires en France et distribuer l'énergie en Europe, pour construire des centrales nucléaires au Japon et distribuer l'énergie chez les Japonais, pendant que la ville de Niamey est dans le noir. La nuit, la ville de Niamey est dans le noir. 20% seulement la ville de Niamey a droit à l'éclairage. Le capitaine Ibrahim Traoré vous a dit que ça va changer. Oui, ça va changer parce que désormais, les pays de l'AES vont mutualiser leurs risques, par exemple.
dans la création des centrales nucléaires, c'est le Niger qui a l'uranium. Le Niger peut décider de la fourniture de l'uranium, pas pour le Mali ou le Burkina Faso, mais pour l'AES. Parce que les infrastructures de centrales nucléaires seront détenues à un tiers dans tous les États par les pays de l'AES. Donc, ils vont mutualiser leurs forces dans le domaine de l'énergie. Troisième chose, ils vont pouvoir faire des choses comme, par exemple, troisième chose, les infrastructures de transport intermodal, ce qu'on appelle le transport intermodal par la route, par le chemin de fer, au niveau fluvial, par exemple. Ils vont pouvoir fixer des normes communes. Ce sera une seule norme dans les pays de l'AES. Par exemple, le transport aérien. Ils vont fixer une seule norme dans les pays de l'AES. Par exemple, les pays de l'AES peuvent aujourd'hui se mettre ensemble pour créer une seule compagnie aérienne. Au lieu qu'on ait Air Burkina, Air Mali, Air Niger, on peut créer désormais Air AES. Et cette compagnie aérienne aura un droit de navigation exclusif sur le marché domestique des trois pays. Ça veut dire au Niger, etc. Dans un périmètre qui a 100 millions d'habitants, la compagnie aérienne sera d'office déjà rentable. Voilà, déjà rentable. Parce qu'elle navigue sur 100 millions d'habitants. 100 millions d'habitants. Et elle pourra donc négocier les droits d'atterrissage et elle sera en position de force pour négocier les droits d'atterrissage par rapport à des pays voisins comme le Bénin, qui ont des populations de 10 millions, etc. etc. Donc, c'est ça, ça va compter. C'est-à-dire que la taille du marché domestique de l'AES, le potentiel minier, etc., etc. Donc, autre chose, l'AES peut par exemple commencer à créer des joint ventures avec des grands États comme la Chine pour l'exploitation, par exemple, des minerais comme le lithium qu'on retrouve aussi bien au Niger, au Mali, au Burkina Faso. Ils peuvent dire, nous allons former une société où chacun a 25%, la Chine a 25%, nous avons 25%, ou bien la Chine a 20%, la Russie a 20%, et chacun de nos pays a 20%. L'avantage est que ça va devenir ce qu'on appelle un cartel international, un cartel qui va les permettre d'entrer sur des grands marchés comme l'Inde, la Chine, qui ont à 2,2 une population de 2,5 milliards d'habitants. Donc, vous comprenez que ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas les blagues. Ce n'est pas les blagues. Ce n'est pas les blagues. Comme j'ai entendu les gens dire, ce n'est pas des blagues. Ça ne joue pas. On est là, on commence à faire maintenant des choses sérieuses en Afrique. Ce qui est dommage, c'est que ce sont des militaires. Enfin, dommage, non, pas dommage au sens où on l'entend. Ce qui est dommage, ce que j'ai voulu dire, c'est qu'on attendait ça des régimes civils. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait depuis des années. Ils ont passé le temps à faire ce que nous connaissons tous. Et dans certains pays, pour la plupart, ils ont instrumentalisé les armées pour bastonner les populations à chaque temps. Les armées, au lieu de défendre les populations, les armées, c'est eux que les populations craignent parce que les armées ont été battues pour mater les populations. Là, on a affaire à des armées qui se sont enfin réveillées comme dans les pays, ici aux États-Unis. Les gens comme le général Eisenhower ont été chefs d'État. L'armée a été à la source de la construction de l'Amérique, par exemple. Et c'est ce qui se fait dans les pays de l'AES où l'armée va être à la base. Donc, je vous ai pris les exemples dans le domaine de la sécurité, dans le domaine du transport, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'agriculture. Parce que si vous dites l'agriculture, il faut maîtriser la production des intrants, il faut maîtriser l'irrigation. Et ça, ce sont des choses qui peuvent être faites au niveau supranational parce que ça permet de réaliser ce qu'on appelle en économie les économies d'échelle. Donc, les pays de l'AES vont pouvoir mettre ça tous ensemble pour réaliser les économies d'échelle, par exemple, en construisant des structures supranationales. Voilà. Partagez, s'il vous plaît, partagez. Donc, et mettez des likes sur YouTube, la vidéo sur YouTube, pour que ça ne plante pas. Donc, vous comprenez qu'on n'est pas là dans un jeu. Hein, d'abord, on n'est pas dans un jeu. Bon, je vais vous faire écouter 2 bandes d'audio, d'abord, pour commencer. On va écouter 3 bandes d'audio. On va écouter le communiqué final. On va écouter d'abord Félix Houphouët-Boigny. Félix Houphouët-Boigny va vous expliquer ce qu'était... je vais venir vous aider, Merci Mado. Je vais venir vous aider. Je suis en contact avec les 3 leaders. Non, n'ayez pas d'inquiétude. Et comme j'ai dit hier, ne prenez pas à la légère ce que les 3 leaders font. Il y a beaucoup de personnes très fortes dans le monde qui sont des Africains, qui sont des Asiatiques et qui sont même des Américains volontaires qui travaillent pour conseiller les 3 leaders parce qu'ils aimeraient qu'enfin quelque chose de bien sorte. Parce que si l'AES sort de terre, si vous voulez, ce qu'est le Niger, le Mali, le Burkina aujourd'hui, c'est ce que était Dubaï en 1980.
ce que est le Niger, le Mali, le Burkina aujourd'hui là, c'est ce que était Dubaï en 1980. Et les forces qui ont construit Dubaï en 1980, ce sont les mêmes forces qui sont derrière les pays de l'AES. Donc, je vous garantis que dans une décennie, donc dans 10 ans, vous risquez de ne plus reconnaître les pays de l'AES. Et à ce moment, ça va faire que les pays autour commencent à changer. Comme vous voyez aujourd'hui le Tchad, vous voyez aujourd'hui la Guinée, les deux pays-là, le Tchad a pris un peu ses distances de la CEMAC, la Guinée a pris un peu ses distances de la CEDEAO. Ce n'est pas pour une raison, c'est parce qu'ils vont entrer dans l'AES. Ils attendaient d'abord que ça se formalise. Ça commence avec 3 États et ils attendent un peu, 1 an, etc. Et après, eux, ils vont rejoindre et ça fera 5 États. Et vous allez voir que donc, avec 5 États, le marché va s'élargir, les ressources naturelles, la population. Par exemple, l'AES, à l'heure où on parle, c'est 100 millions d'habitants. Si le Tchad et la Guinée rejoignent, ça devient 150 millions d'habitants. Donc, ils sont déjà près du Nigeria. Et ils ont une superficie plus grande que le Nigeria. Ils seront, le Tchad a 750 000 km². Additionnez la superficie du Tchad sur les 2 800 000 que font l'AES. Vous voyez qu'on est déjà à 2 550 000 km, 3 550 000 km². En ajoutant la Guinée, on va tendre vers 4 millions de km². Donc, vous comprenez, ce n'est pas un jeu. Des pays comme la Mauritanie vont devoir rejoindre l'AES, des pays comme le Cap-Vert. Ce n'est pas un jeu. Donc, pour la CEDEAO, considérer qu'elle est déjà morte, l'UMOA, tout ça, c'est terminé, etc., etc. Et l'avantage de ce genre de confédération, c'est le postulat de base, c'est l'exclusion de l'influence, c'est-à-dire que réduire à zéro dans les affaires internes des États l'influence de l'ancienne puissance coloniale. C'est de ça qu'il s'agit.